Que sait-on du cambriolage au musée du Louvre? Il est un peu plus de 3 heures du matin, ce mardi 8 octobre. Paris dort encore, quand une silhouette encapuchonnée s'avance dans l'ombre, sur le parvis du musée le plus visité du monde, le Louvre. Quelques minutes plus tard, ce qui allait devenir le cambriolage le plus audacieux du siècle commence. Les premières alarmes retentissent à 3h12. Mais à ce moment-là, les voleurs sont déjà à l'intérieur. Selon les premiers éléments de l'enquête, 4 individus, lourdement équipés, se sont introduits par une entrée de service située sous la pyramide, après avoir neutralisé les systèmes de vidéosurveillance grâce à un brouilleur aux fréquences. Leur objectif, une salle du département des objets d'art, où se trouvent certaines pièces les plus précieuses de la collection royale, dont le sceptre de Charles V et le collier de la reine Marie-Antoinette. Ce cambriolage, préparé depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, a duré moins de 7 minutes. En un temps record, les malfaiteurs ont brisé les vitrines renforcées, saisi les objets et quitté les lieux avant l'arrivée de la première patrouille. Aucune trace d'effraction visible, aucun témoin direct et une fuite parfaitement calculée. Tout semble indiquer une opération d'experts. Une faille dans le système du musée le plus sécurisé du monde. Le Louvre, symbole mondial de la culture française, est censé être l'un des endroits les plus sécurisés d'Europe. Chaque salle est équipée de détecteurs thermiques, de capteurs infrarouges et d'un réseau de surveillance en temps réel relié à la police. Alors, comment un tel braquage a-t-il pu avoir lieu? D'après une source proche de la direction, le musée aurait subi une panne partielle de son système de sécurité dans la nuit du 7 au 8 octobre, une coïncidence troublante. Cette panne aurait désactivé temporairement les alarmes de mouvement dans certaines galeries. Les enquêteurs s'interrogent désormais, sabotage interne ou piratage extérieur. Des techniciens sous-traitants ont été placés en garde à vue pour vérifier s'ils auraient pu transmettre des informations sensibles à des complices. Le ministère de la Culture parle d'un acte d'une gravité exceptionnelle. La ministre a d'ailleurs convoqué en urgence une cellule de crise à l'Élysée, aux côtés du directeur du musée et du préfet de police. Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée et atteinte à un bien culturel protégé, 2 infractions passibles de 30 ans de réclusion criminelle. Un butin d'une valeur inestimable. Selon les premières estimations, le butin s'élèverait à près de 250 millions d'euros, un record absolu. Parmi les pièces volées, le collier de la reine, une pièce de 1785 serties de plus de 600 diamants. Le sceau d'or de François Ier, symbole du pouvoir royal. Un calice en argent massif, datant du XVe siècle, offert à la couronne par un pape. Des objets historiques et uniques, impossibles à revendre sur le marché légal de l'art. Ce qui laisse penser aux enquêteurs que les voleurs agissaient sur commande pour un collectionneur privé ou un réseau clandestin. Certains experts évoquent même une piste géopolitique. Plusieurs trafics d'œuvres d'art auraient récemment été liés à des financements d'organisations armées au Moyen-Orient. Rien n'est confirmé, mais les douanes françaises et Interpol ont été immédiatement mobilisés. Une affaire qui embarrasse l'État. Ce vol spectaculaire survient dans un contexte de crise budgétaire pour le secteur culturel français. Depuis plusieurs années, les syndicats dénoncent la réduction du personnel de nuit et le vieillissement des systèmes de sécurité dans les musées nationaux. Le Louvre, qui reçoit près de 10 millions de visiteurs par an, a vu ses dépenses de maintenance baisser de 12% depuis 2022. Pour l'opinion publique, c'est un choc. Voir le Louvre cambriolé, c'est comme voir la Tour Eiffel s'effondrer, un symbole de la France attaquée en plein cœur. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Certains parlent d'un casse à la française, d'autres d'un camouflet pour l'État. Le hashtag vol au Louvre est devenu viral en quelques heures. Le gouvernement tente de rassurer. Le président de la République a promis que tous les moyens seraient déployés pour retrouver les pièces volées. Mais en interne, certains responsables redoutent que cette affaire ne révèle des failles structurelles dans la gestion des grands établissements culturels. Une enquête hors norme. L'affaire est désormais entre les mains de la Brigade de répression du banditisme, BRB, appuyée par les services d'Interpol et d'Europol. Des équipes spécialisées en cybercriminalité tentent de retracer l'origine du brouillage des caméras, tandis que la police scientifique analyse des traces d'ADN retrouvées sur les vitrines. Mais les enquêteurs avancent prudemment. Aucune revendication, aucun indice public et un modus operandi si précis qu'il évoque les méthodes d'un ancien militaire ou d'un professionnel du renseignement. Les médias du monde entier relaient l'affaire. CNN parle du « casse culturel du siècle ». La BBC titre « The Louvre est Star, Power and Silence ». En France, la presse s'interroge. Le Louvre a-t-il sous-estimé les risques? Pour l'instant, une seule certitude, ce cambriolage restera dans les annales. Non seulement pour la valeur du butin,
mais aussi pour ce qu'il symbolise, la fragilité de nos trésors face à l'ingéniosité du crime moderne. Que sait-on du cambriolage au musée du Louvre? C'est une affaire qui a choqué la France entière. Ce dimanche matin, 4 hommes se sont introduits dans le musée du Louvre à Paris et ont dérobé plusieurs bijoux d'une valeur inestimable. Un cambriolage aussi rapide qu'audacieux, dans ce qui est pourtant l'un des lieux les plus sécurisés du monde. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout commence vers 9h30. Le musée venait d'ouvrir ses portes au public depuis une demi-heure seulement. Les 4 individus, vêtus de gilets de chantier, se présentent comme des ouvriers. 2 d'entre eux sont à bord d'un camion élévateur, les 2 autres sur des scooters puissants. En quelques minutes, ils déploient une nacelle, brisent une fenêtre au premier étage et pénètrent dans la galerie d'Apollon, celle qui abrite les joyaux de la couronne française. À l'intérieur, ils cassent 2 vitrines à la disqueuse, volent plusieurs bijoux, puis repartent par la fenêtre d'où ils sont venus. Durée totale de l'opération, 7 minutes à peine. Parmi les pièces dérobées, le diadème de l'impératrice Eugénie, la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et d'autres œuvres au patrimoine historique inestimable. Mais comment un tel vol a-t-il pu se produire? Les alarmes se sont bien déclenchées et 5 agents de sécurité sont intervenus immédiatement. Sauf que, menacés par les cambrioleurs armés de leurs disqueuses, ils ont dû battre en retraite et faire évacuer la salle. Les voleurs ont donc pu fuir, laissant derrière une couronne abîmée et du matériel. Selon la procureure de Paris, il s'agirait d'un groupe de professionnels aguerris, probablement liés à un réseau criminel organisé. Les enquêteurs écartent, pour l'instant, la piste d'une ingérence étrangère. Mais un autre élément vient relancer le débat, la sécurité du Louvre. Un rapport de la Cour des comptes, consulté par l'AFP, pointe un retard considérable dans la mise à jour des équipements de sécurité. Certaines salles ne disposent toujours pas de caméras. Les syndicats du personnel dénoncent aussi un manque d'effectifs, conséquence directe de coupes budgétaires dans le secteur culturel. Le gouvernement promet un renforcement de la sécurité via le plan Louvre Nouvelle Renaissance, doté de 160 millions d'euros. Mais pour l'heure, les bijoux ont disparu, les voleurs sont en fuite et le plus grand musée du monde tente de panser ses plaies. Une affaire qui pose une question brûlante. La France protège-t-elle vraiment son patrimoine? Situation à Gaza. Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est plus critique que jamais. Depuis plusieurs semaines, les bombardements ont repris avec une intensité rarement atteinte depuis la fin du conflit de 2023. Les frappes israéliennes ciblent, selon Tsahal, des positions du Hamas, tandis que les organisations humanitaires dénoncent une escalade aveugle qui touche les civils. Le dernier bilan fait état de plus de 1200 morts et des milliers de blessés, la plupart des femmes et des enfants. Les hôpitaux, déjà fragilisés, fonctionnent sans électricité ni médicaments. Le Croissant Rouge parle d'une catastrophe absolue. Les Nations Unies estiment que près de 70% de la population de Gaza a été déplacée. Mais derrière les chiffres, une question politique domine. La trêve promise par les puissances occidentales tiendra-t-elle? Les États-Unis appellent à la retenue, tandis que la France tente une médiation avec l'Égypte. Dans les faits, aucune solution durable ne semble en vue. Sur le terrain, les ONG dénoncent aussi la fermeture des couloirs humanitaires. Selon Médecins sans frontières, plusieurs convois d'aide ont été bloqués à la frontière de Rafah, empêchant la livraison de vivres et de matériel médical essentiel. De son côté, Israël accuse le Hamas d'utiliser les zones civiles pour abriter ses arsenaux, une accusation que le mouvement palestinien rejette catégoriquement. Dans ce chaos, la population gazaouite tente de survivre. Des familles entières dorment à même le sol des écoles transformées en abris. Les enfants, eux, jouent parmi les gravats pendant que les drones bourdonnent au-dessus de leur tête. Ici, on ne sait plus ce qui est pire, le bruit des bombes ou le silence qui suit. Ce témoignage d'un habitant de Khan Younes résume l'atmosphère, la peur, la fatigue et le sentiment d'abandon. Un sommet Poutine-Trump-Zelensky, c'est la rumeur qui enflamme les chancelleries du monde entier. Selon plusieurs sources diplomatiques, un sommet trilatéral entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky serait en préparation. Un événement inédit qui viserait à relancer les négociations autour du conflit en Ukraine. L'idée aurait émergé lors d'une série de contacts secrets entre des émissaires russes et américains à Genève. Trump, en pleine campagne politique, verrait dans cette rencontre l'occasion de se repositionner comme artisan de la paix mondiale. De son côté, Zelensky espère obtenir des garanties concrètes sur la sécurité de son pays. Mais le Kremlin, lui, reste flou. Moscou exige la levée de certaines sanctions avant toute discussion directe. Les Européens, eux, observent la manœuvre avec prudence. Emmanuel Macron et Olaf Scholz redoutent que cette initiative,
si elle se concrétise, ne marginalise l'Union européenne dans le processus diplomatique. Ce sommet, s'il a lieu, serait le premier contact direct entre Poutine et Zelensky depuis 2022. Un tournant symbolique dans une guerre qui a déjà coûté la vie à plus de 400 000 personnes. Un accord de paix? Peut-être. Un coup de communication? Sûrement. Car au-delà des intentions affichées, ce sommet pourrait surtout redéfinir les équilibres du pouvoir mondial. Manifestation No Kings aux États-Unis. Depuis une semaine, des milliers d'Américains descendent dans les rues de New York, Los Angeles et Washington pour protester contre ce qu'ils appellent le retour d'une monarchie déguisée. Sous le slogan No Kings in America, les manifestants dénoncent l'accumulation de pouvoir entre les mains de quelques grandes familles politiques et économiques. Tout est parti d'un discours controversé de l'ancien président Trump qui a affirmé vouloir rétablir la vraie autorité dans le pays. Une phrase qui a suffi à rallumer la colère d'une partie de la jeunesse américaine déjà marquée par les inégalités sociales et la défiance envers le système politique. Les rassemblements se veulent pacifiques, mais les tensions montent. À Washington, plusieurs manifestants ont été interpellés après des heures avec la police. Le mouvement, soutenu par de nombreuses figures de la culture, prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Le hashtag #NoKings dépasse déjà les 40 millions de vues sur TikTok. Ce n'est pas contre un homme, c'est contre une idée, explique Maya, 22 ans, étudiante. Une idée simple, la démocratie ne doit pas devenir un spectacle de pouvoir. 20 employés de l'ONU, détenus au Yémen. Le Yémen, déjà dévasté par 10 ans de guerre civile, est à nouveau au centre des tensions internationales. Les rebelles Houthis ont confirmé la détention de 20 employés des Nations Unies accusés d'espionnage et d'ingérence étrangère. Parmi eux, plusieurs humanitaires travaillant pour le Programme alimentaire mondial et l'OMS. L'ONU exige leur libération immédiate, rappelant que ces arrestations violent le droit international. Depuis le début de la guerre, plus de 23 millions de Yéménites dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Cette nouvelle crise complique encore la tâche des ONG, déjà confrontées à des pénuries et à un blocus aérien. Selon plusieurs analystes, les Houthis utiliseraient ces détentions comme levier politique dans les négociations avec Riyad et Washington. Une stratégie risquée, mais révélatrice d'un conflit sans issue claire. Au Yémen, même la neutralité devient une arme. Au Maroc, le gouvernement promet des mesures. Au Maroc, la colère monte. La hausse des prix de l'alimentation et des carburants, combinée à une sécheresse historique, alimente un malaise social profond. Dans plusieurs villes, des manifestations ont éclaté, réclamant des baisses de taxes et un meilleur contrôle des mares des grandes entreprises. Face à la pression populaire, le gouvernement a promis un plan d'urgence économique. Subventions, aides agricoles et contrôles renforcés sur les produits de base, un ensemble de mesures censées calmer la rue. Mais beaucoup doutent de leur efficacité. Selon un économiste de Rabat, ces annonces arrivent trop tard dans un climat de défiance généralisée. Le Maroc, souvent cité comme modèle de stabilité dans la région, fait face à un défi inédit, réconcilier croissance et justice sociale. Quand le pain devient un luxe, la patience du peuple a une limite. La Bolivie a un nouveau président. En Bolivie, l'élection anticipée a livré son verdict. Luis Aranda, économiste de 45 ans et ancien ministre des Finances, succède à Evo Morales. Il promet une Bolivie réconciliée et tournée vers l'avenir. Sa victoire met fin à 2 années de turbulences politiques marquées par des scandales de corruption et des manifestations massives. Aranda, considéré comme un centriste pragmatique, devra relever un défi colossal, relancer une économie minée par l'inflation et la défiance des marchés. Son programme mise sur la diversification, l'investissement étranger et la lutte contre la corruption. Mais ses opposants l'accusent déjà d'être trop proche des milieux d'affaires. Le changement, ce n'est pas un slogan, c'est une promesse à tenir. Le monde bouge vite. Des musées pillés à Gaza bombardés, des sommets diplomatiques secrets aux rues américaines en colère, une chose est claire, nous vivons une époque charnière. Les fractures se creusent, mais l'information reste notre meilleure arme. Ici, sur Œil du Monde, on vous aide à comprendre ce qui se joue vraiment derrière les titres, derrière les discours. Alors si vous voulez continuer à décrypter l'actualité sans filtre, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que le monde ne dort jamais. Et nous non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à l'Œil du Monde pour ne rien rater de l'actualité internationale, de la géopolitique, du sport et de la société. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau décryptage.